Voilà, nous allons démarrer ce temps de travail. Olivier Rodeux Rubiana qui est là ce soir avec nous. Vous êtes en train d'arriver les uns et les autres. Ce temps de supervision, c'est 2 fois par mois. C'est un rendez-vous de travail ensemble autour d'une supervision, d'un cas clinique, d'un moment de travail. Voilà. Eric nous a rejoint, mais pour qu'il vienne, il faut qu'il valide son arrivée. Je le réinvite. Voilà. Eric, si tu m'entends, parce que tu as l'air d'être là, alors c'est le moment de nous rejoindre. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors c'est super. Si tu mets ta vidéo dans l'autre sens, voilà, on t'a tout entier. Magnifique. Voilà. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Voilà, donc j'étais en train de dire que voilà, les collègues sont en train d'arriver. J'étais en train de dire que c'est temps de supervision 2 fois par mois. L'idée, un praticien présente un cas clinique. Ces cas sont anonymés, donc on change volontairement afin que ça puisse être diffusé comme ça en live. On change des informations afin que qu'on ne puisse pas reconnaître les personnes. Mais des informations qui ne changent pas le travail clinique, le repérage diagnostique. L'idée, c'est de faire un repérage diagnostique, d'avoir des hypothèses psychopathologiques et de pouvoir ensuite réfléchir sur la stratégie qui peut être mise en place avec notre patient. Voilà, Eric, peut-être, voilà, alors qu'on va démarrer, je vois que Je fais un réglage, j'arrive. c'est parfait. On a des collègues qui étaient là hier au cours de cette mastermind. C'était un séminaire avancé dans lequel on travaillait sur les stratégies, sur le modèle, les modèles thérapeutiques que vous utilisez. Et voilà, je retrouve Anne-Sophie qui était là hier avec nous, Anne-Sophie d'Alsace. On a Lorraine qui est là. On a Nathalie qui nous a rejoint. On a Dorothée qui est là. Virginie. On a Céline. Et puis Sandy qui est là aussi avec nous. Claire qui est là, qu'on voit aussi dans les séminaires transpersonnels. Voilà, ben on va pouvoir, le temps que nos collègues arrivent, ben on va pouvoir démarrer. Eric. Eric va se présenter. Puis, comme vous le savez, si vous avez des questions à poser, des suggestions, des hypothèses, marquez-les directement dans le chat et ensuite Eric peut les voir apparaître. Et puis, sinon, je les reprends au fur et à mesure de l'échange. Eh bien, c'est parti. Eric, parle-nous un peu déjà de toi avant de nous parler de ta cliente. Bah, écoute, déjà, je te remercie pour ce moment de partage ensemble. Je suis ravi de vous retrouver tous. Je suis thérapeute ici les Moulineaux. Je suis installé depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Euh, Essentiellement, 80% de mon activité, c'est l'accompagnement thérapeutique individuel. Et puis 20% du reste de mon activité qui se destine à du coaching spécialisé, soit en entreprise, ou aussi l'accompagnement des hauts potentiels, du TSA, qui nécessite plutôt un accompagnement dans l'entreprise et dans le milieu du professionnel. Voilà. Avec des patients sur lesquels j'accompagne essentiellement le trouble anxieux, la dépression, pas mal de traumas et une vraie appétence aussi pour les TOC, par exemple, et les profils obsessionnels. Euh, voilà, une population essentiellement adulte. Beaucoup aussi d'adolescents dans leur parcours de transition professionnelle à gérer le trouble anxieux dans les passages d'examen ou phase préparatoire des grandes écoles. Et puis des ados, population plus jeune aussi, TDA, TDAH et 10, trouble 10. Voilà. Ok, donc ici les Moulineaux.
Ici, les Moulineaux, donc 92, le département des Hauts-de-Seine, est limitrophe avec Paris, le 15e arrondissement. Et juste là, à ma droite, c'est le mur, il y a une fenêtre, et là, il y a la tour Eiffel, Oh, dans l'axe là. oh, bah, ça va, ça fait un beau cadre de travail. Oui, ça fait, il y a du gens, il y a des gens, beaucoup de gens. Allez, parfait. Eh ben, on va démarrer. Là, nos collègues sont en train de nous rejoindre. On a Mireille, Jackie qui était là aussi hier avec nous. Eh ben, c'est parti. Présente-nous ta patiente, ta cliente, avec déjà des éléments clés. Tu présentes la situation. Tu nous dis quelle est ta question de départ, et puis on tisse au fur et à mesure. Voilà, comme tu l'as Ok. déjà. Euh, c'est une femme de 37 ans qui est venue me voir sur recommandation, parce que j'avais déjà manifestement accompagné quelqu'un qu'elle connaissait. Euh, Elle vient me voir, on fait le premier rendez-vous ensemble, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Elle vient me voir parce elle se sent très fatiguée, elle est épuisée, sa vie est épuisante. Euh, avec, euh, Avec une difficulté majeure chez elle, c'est que elle dort pas beaucoup. Euh, en me disant que euh, voilà, elle a 37 ans, sa vie est ratée, elle a pas d'enfant, elle voit pas de suite dans sa vie. Comme quelque chose qui s'arrête. C'était vraiment le démarrage de sa demande. Et puis, bon, bien évidemment, on poursuit l'entretien pour essayer de véritablement de cerner son problème, de voir ce qui lui pose difficulté et l'entrave. Et j'ai une jeune femme qui est là, qui est très souriante, très apprêtée, vive d'esprit, euh, qui rit qui rit de bon cœur. Euh, qui manifestement a aussi des amis, une vie sociale pas très très riche non plus, mais voilà, qui pour elle est assez équilibrée. Elle travaille, elle est cadre supérieur dans une PME. Elle a un profil de chargé de mission sur des aspects informatiques. Et elle a vocation en fait à avoir des échanges dans plusieurs langues, à faire des réunions avec des personnes dans des langues différentes. Et elle me glisse aussi que pour elle, elle aimerait beaucoup être très fluide en anglais, mais qu'elle est bloquée par l'anglais aussi. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrivera jamais. Voilà, c'est comme ça qu'elle formule sa plainte au départ. Ok, toi, ta question, avant qu'on aille plus avant dans le cas clinique, ta question à toi, tu la formulerais comment? Eh bien, ma question à moi, dans le cadre de cette supervision, parce qu'on est bien là dans une supervision, je suis à un point de l'accompagnement, et on en reparlera là où voilà, je fais plusieurs hypothèses. Des choses ont avancé. Ma question, c'est mais de quoi souffre-t-elle d'un point de vue psychopathologique pour me permettre de trouver une stratégie? C'est pas, Ok. je me sens en tout cas bloqué là. J'ai des hypothèses, je vois certaines choses et je me sens pas, peut-être je dirais assez efficient dans ce que moi j'attendrais de la thérapie là, peut-être. C'est une vraie question aussi qui peut se présenter. Et est-ce que j'ai vu les bonnes choses pour calquer et trouver, mettre en place la stratégie la plus juste? Voilà. Ok. J'en suis là de l'interrogation, c'est un doute que j'ai. Il y a beaucoup de choses dans ce cas clinique. Allez, Et parfait. Donne-nous alors des éléments. Donc, on sait qu'elle vient. Il y a les symptômes épuisement, donc euh, peu de sommeil. Elle dort pas. Et, et sa question à elle, sa formulation, sa plainte, c'est ma vie est ratée. La question du sens. ouais. Voilà. Et toi, tu notes déjà un écart entre cette fatigue qu'elle met en avant, et la présentation quand elle vient, coquette, plutôt joyeuse, maquillée, voilà, apprêtée, quand elle est là présente. Donc il y a cet écart. Mais cet écart-là, et qui se confirme dans les rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à vraiment arriver en retard. Voilà.
Tous les rendez-vous, elle est en retard. Elle m'envoie des messages, pas de difficulté. Moi, j'ai toujours de la marge, donc c'est OK pour moi. Puis quand elle arrive, je suis désolé, très souriante, on rigole, on s'installe, et puis je suis épuisé. J'ai pas dormi, je dors pas. Je me suis couché à 4 heures du matin. J'ai dû me mettre mon réveil à 7 heures. Je suis épuisé, je dors pas. Bon, la question, je dis, mais vous ne dormez pas, qu'est-ce que vous faites si vous ne dormez pas? Et elle me dit, mais il faut que je vérifie. J'ai beaucoup de choses à vérifier. Je suis épuisé, mais je vérifie quand même. Ok. Elle me dit, je lui dis, non, mais qu'est-ce que vous vérifiez? Qu'est-ce que vous faites? Et là, les premières séances ont été là-dessus. C'était essayer de comprendre ce qu'elle faisait, parce que manifestement, il y avait dans son discours quelque chose qui faisait dire qu'il fallait qu'avant d'aller s'endormir, il faut faire des choses. Et alors, il Qu'est-ce qu'elle vérifie quoi? Et alors, elle a un mode de fonctionnement le soir. Alors, ça démarre pas à heure fixe, c'est très variable. Il y a des choses à vérifier chez elle avant l'idée d'aller se coucher, c'est-à-dire que bah, il faut vérifier par exemple que certains câbles de certains appareils sont bien débranchés du mur, de la prise. Il faut vérifier que les plaques électriques de cuisson ne sont pas chaudes, sont bien éteintes. Et dans cette vérification-là, elle va aussi vérifier que, par exemple, la cafetière est débranchée aussi, mais que l'eau dans l'autre cafetière, il n'y a pas d'eau dans le bac parce qu'il ne faudrait pas que l'eau coule. De même, il faut vérifier que le frigo est bien fermé parce que si jamais il n'est pas bien fermé, peut-être qu'il y a de l'eau qui peut couler aussi. Et puis un temps, par exemple, alors le temps est très variable. Elle peut mettre 1 heure de vérification, voire 1 heure et demie, 1 heure 45 de vérification. Et de manière très prégnante au niveau de la plaque de cuisson. S'assurer que tous les boutons sont bien dans l'axe, que en mettant les mains dessus, c'est pas chaud. Euh, et tout en ayant le discours en parallèle de dire qu'elle ne se sent pas en sécurité car personne n'est là pour lui dire s'il y a un danger. Ok. Et c'est comme ça que se présentent les symptômes dans les premières séances. Avec ces points-là qui sont par exemple d'aller vérifier que sous l'évier, euh, le gaz est aussi coupé, que la chaudière aussi est coupée. Et tout un enchaînement de vérifications qu'elle fait, qu'elle refait, qu'elle revérifie, revérifie. Parce que je suis allé jusqu'à provoquer ces vérifications. Je dis, mais une fois que la cafetière est débranchée, qu'est-ce que vous faites puisqu'elle est débranchée? Bah, je m'assure que c'est débranché. D'accord. Et comment vous faites pour vous en assurer? Elle dit, bah, parfois je fais des photos. Elle va aller même jusqu'à prendre des photos de ce qu'elle avait fait et pour être certaine que si jamais elle avait un doute que ça a été fait, elle puisse accéder rapidement à l'information depuis son téléphone. Ok. Et c'est ces premiers éléments-là qui viennent Donc, avec. ça, c'est intéressant parce que je pense que nos collègues à distance et vous pouvez interagir, mais j'imagine que vous avez déjà, euh, avec les éléments qui sont amenés là, vous devez avoir déjà des hypothèses psychopatho qui se présentent. Alors, peut-être vous pouvez les formuler là les uns les autres. Toi, à ce moment-là, tu avais déjà aussi peut-être sans l'annoncer là, mais tu as des hypothèses qui se présentent. Et voilà, il y a ces gestes qu'elle fait de manière répétée, elle peut pas s'empêcher de les faire, donc ça laisse penser à un comportement compulsif. Oui. Et donc est venue à moi bah, l'hypothèse de besoin de vérifier. Bah, je me suis dit peut-être qu'on a l'hypothèse d'un trouble obsessionnel compulsif. Bien sûr, parce que tu as toutes ces vérifications qui dépassent l'heure, 1 heure par jour. Il y a plus d'1 heure par jour, donc ça fait partie des critères qu'on retrouve dans le DSM. On a le fait qu'elle ne puisse pas faire autrement, donc on a l'élément compulsif. Elle ne peut pas s'empêcher de contrôler. Et puis, on a deux autres éléments,
le monde professionnel dans lequel elle intervient, donc cadre de PME avec l'informatique. Donc on est plutôt sur le versant cognitif, analyse, déduction, le concept. Bon, on est vraiment dans un profil très tête. Et puis, on a ces éléments importants aussi qu'on retrouve chez l'obsessionnel avec épuisé physiquement, ne dort pas et puis, je trouve aussi les retards qui vont avec, et tous ces éléments amènent quelque chose qui nous laisse penser à de la psychasthénie et à un mode de fonctionnement qu'on appelle sadicanal. C'est-à-dire avec du contrôle, avec peut-être de l'agressivité, avec des modes de protection qui sont la dénégation, donc à la fois un mouvement d'attaque, d'agression, mais un mouvement de repli dans l'autre sens quasiment immédiat, avec des formules qui pourraient être n'allez pas croire que j'ai fait exprès d'arriver en retard. Ne pensez pas que je puisse vous en vouloir si ça s'est pas bien passé ou si ça progresse pas. On ne peut pas faire confiance. On a la problématique de sécurité, puis on a aussi le doute, hein, puisqu'elle est capable de prendre des photos, car si de nouveau elle avait ce doute, alors elle aurait confirmation avec une preuve qui est une preuve irréfutable puisqu'une photo a été prise, donc il y a vraiment une trace. Donc tous ces éléments font penser à des éléments sur le versant obsessionnel, hein, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, ce que tu n'as pas encore nommé, et c'est vers là qu'on pourrait te questionner, c'est les obsessions, parce que souvent dans le trouble obsessionnel compulsif, ben, on a des obsessions, ça démarre par des obsessions. Donc les obsessions, c'est idéatif. Il y a ces pensées qui sont là, et pas des pensées, des scénarios catastrophes. Où est-ce que ce sont des scénarios catastrophes? Et dans ce cas, ça nous amènerait vers une autre hypothèse diagnostique. Ou est-ce que ces pensées s'imposent? Il faut que je fasse ça parce que si je ne fais pas ça, à ce moment-là, il va se produire telle chose. Et là, on aurait des obsessions. Et puis, il faudrait regarder s'il y a de la pensée magique parce qu'on retrouve ça chez l'obsessionnel. Toi, tu as remarqué quoi sur ça? Eh bien, c'est justement là où je n'avais pas l'élément nécessaire et utile pour qualifier le TOC, c'est-à-dire que j'ai pas pu identifier justement ce mécanisme d'obsession. Il n'est pas présent. En amont, il n'est pas présent. Il est pas, il y a pas de pensée, il n'y a pas d'image intrusive non plus, comme ça, qui rendrait nécessaire, qui générerait un mal-être d'emblée, qui rendrait nécessaire la réalisation de la compulsion du rituel pour apaiser. C'est pas là du tout. C'est simplement cette sensation de se dire que je dois vérifier parce que il pourrait se passer quelque chose. Mais elle le dit bien. Elle le dit comme ça. C'est tout. Je dois vérifier, mais elle n'explique pas pourquoi elle doit vérifier ce qui pourrait se passer. Non, elle dit, je dis, mais pourquoi la cafetière l'a vérifiée, l'a débranchée, l'a tirée? Pourquoi s'assurer que dans cette cafetière, il n'y a pas d'eau? Ah, parce qu'on ne sait jamais. Parce que euh, euh, c'est un- c'est important de vérifier quand même parce que ça peut être dangereux. Parce qu'imaginez, si jamais il y a un fil qui est branché et qui se met à chauffer, il pourrait y avoir un incendie. Si jamais il y a de l'eau qui coule du réfrigérateur, ça pourrait peut-être créer une inondation, quelque chose. Mais elle le dit comme ça, de manière assez détachée. On sent bien, il n'y a pas de prégnance, il n'y a pas d'angoisse particulière à dire ça, sinon de dire qu'il faut le faire. Alors, ça, c'est une question qui est importante en psychopatho parce que la plupart du temps, on va avoir des TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif. On a les obsessions, donc les obsessions sont ces pensées intrusives, c'est des images,
des impulsions anxiogènes, donc quelque chose qui s'impose à la personne. Et puis il y a le côté compulsion, c'est tous ces comportements, mais là tu les décris bien, il faut débrancher les câbles, les plaques de cuisson doivent être sur off, et elle vérifie en plus. Donc il y a ces actes à réaliser. Là, c'est plutôt des actes à réaliser. Tu nous parles pas de rituels. Tu dis pas, il faut taper 3 fois sur la plaque de cuisson, tourner à gauche le bouton, remettre à droite, retourner une fois à gauche, puis remettre au centre. Donc, on n'a pas de rituel, mais il y a plutôt des comportements à réaliser, et on n'a pas ou peu l'aspect obsession, peu l'aspect pensée intrusive. Dans ce cadre-là, ça peut arriver qu'il y ait des talks sans obsession. À ce moment-là, on parlera certains auteurs parlent de compulsion pure. Compulsion Mais pour pure, ouais. autant, il faut quand même aller investiguer, prendre le temps de chercher est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel, est-ce qu'il y a autre chose, ou est-ce que ces compulsions sont là présentes depuis un temps important, donc il faudrait savoir quand est-ce que ça a commencé, ce qui pourrait expliquer que tout s'est tellement automatisé qu'à ce moment-là, il n'y a plus les obsessions, ou on voit quasiment plus les obsessions, ou alors les obsessions sont vraiment sous-jacentes. Et c'est vraiment un travail approfondi. Il va falloir que tu la questionnes, que tu la ramènes dans l'expérience. Et peut-être à ce moment-là, elle pourra te donner les obsessions. On a plein d'éléments qui font penser à un mode de fonctionnement obsessionnel, donc trouble obsessionnel compulsif ou névrose obsessionnelle, on le nomme comme ça en psychanalyse. Mais le tableau n'est pas un tableau pur, un tableau habituel. Et donc, il va falloir mener cette investigation précise pour aller chercher s'il y a des obsessions, si les obsessions sont sous-jacentes. Mais ça nous ouvre aussi sur d'autres pistes. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres pistes à ce moment-là, et d'aller chercher ces pistes avec du matériel. Peut-être le temps que nos collègues formulent des hypothèses. Est-ce que euh, tu as d'autres éléments cliniques que tu pourrais nous amener? Et sur l'exploration justement de ces vérifications-là, il y a un lien très fort avec je dirais le processus d'endormissement ou d'aller vers le lit pour aller se coucher et dormir. Ok. C'est-à-dire qu'on constate que dans ce qu'elle met en place, qu'elle met en œuvre, c'est avant de devoir aller se coucher. Et là où c'est assez singulier, c'est-à-dire que ça n'est pas possible d'aller se coucher si ces vérifications ne sont pas faites. Et c'était assez singulier d'ailleurs parce qu'elle faisait part d'un état d'épuisement très fort. À un moment donné, elle pouvait sentir de la fatigue comme beaucoup d'autres personnes à partir de 22h ou 23h en disant je suis fatiguée, et là, il serait normal d'aller se coucher pour aller dormir, mais elle va aller reculer le moment d'aller se coucher le plus possible dans la perspective d'aller faire ces vérifications-là, qui dans l'analyse que je fais sont le préalable à la possibilité d'aller se coucher. Ok, donc on aurait une séquence qui est, il va falloir vérifier, il y a une injonction, il faut vérifier, il faut contrôler, il faut réaliser toute cette séquence de comportement. C'est la condition sine qua non, c'est nécessaire, ça ne peut pas ne pas être autrement. Il faut faire cela. Si cela n'est pas fait, je ne peux pas dormir. Si cela est fait, et si cela est fait parfaitement, à ce moment-là, le sommeil va pouvoir arriver. Voilà, c'est comme s'il y avait une forme de danger à aller au lit. Alors c'est intéressant parce que là nos collègues réagissent, et il y a des remarques sur à un moment quelque chose qui s'est arrêté, c'est comme si quelque chose s'était arrêté, mais ça s'est arrêté quand? Et puis il y a nos collègues
sont allés dans le sens du trouble obsessionnel compulsif. Il y a Ludovic qui nous dit, ce que j'aimerais, c'est savoir qu'est-ce que ça fait dans son corps en termes de ressenti. Il dit quelles sont les émotions lors des TOC. Et puis, là, on a des hypothèses qui sont en train d'arriver autour de quelque chose qui devrait ou qui a été là pour avertir d'un danger, des antécédents. Est-ce qu'il y a des antécédents de trauma d'intrusion? A-t-elle déjà vécu un trauma feu-eau? A-t-elle déjà eu des modèles, des personnes dans son entourage qui contrôlaient, qui réalisaient des rituels? Et puis, il y a cette question autour d'aller se coucher, c'est dangereux. Voilà. Qu'est-ce que tu as qui vient nourrir les questionnements de nos collègues? Alors, elle fait part du fait, en effet, que c'est pas possible d'aller se coucher tant que les vérifications ne sont pas faites, que pour elle, il y a un danger. Et dans les échanges qu'on a pu avoir, deux choses sont importantes. La première, c'est que ça s'est vraiment cristallisé, ces comportements-là, dans le contexte d'une séparation. C'est-à-dire qu'elle vivait avec quelqu'un, que la personne a mis fin à la relation sans explication, et que pour elle, c'est important qu'on puisse l'alerter s'il y avait quelque chose, et d'être toute seule lui impose de faire ces vérifications-là. J'ajoute aussi que dans ces vérifications, il y en a une que je n'ai pas citée pour l'instant, mais qui est, une fois qu'elle a réussi à faire tout ça, qu'elle est épuisée, que ça a pu durer 1 heure et demie, elle va aller dans sa chambre se coucher et va ensuite vérifier son réveil à plusieurs reprises pour être certaine que le réveil sera bien efficient à l'heure où elle aura demandé que le réveil sonne. Vérifier l'heure, revérifier l'heure, vérifier qu'elle a bien cliqué sur la bonne touche, que le petit icône dans le téléphone est bien présent. Et à cette question, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'il faut bien que quelqu'un me réveille. Si jamais ça ne sonne pas. Et il n'y a que le réveil qui peut me réveiller. Voilà, premier élément. Alors, c'est intéressant parce que ça ouvre plusieurs choses. Ça veut dire que elle doit vérifier que le réveil sonne. Elle dit, je dois vérifier cette heure-là parce que personne ne va me réveiller. Donc, elle est seule. Elle vit seule aujourd'hui et personne ne la réveillerait. Et là, ça ouvre deux choses parce que personne ne va la réveiller. Elle va arriver en retard. Et en même temps, c'est très étonnant parce qu'elle arrive toujours en retard en séance Elle avec arrive toi. toujours en retard. Et oui, mais j'ai pas manqué de lui dire. Et puis la deuxième chose, c'est elle doit vérifier que le réveil sonne parce que personne ne va la réveiller. Mais si personne la réveille, qu'elle se réveille pas d'elle-même, c'est peut-être qu'elle est morte. Et si ça sonne, c'est qu'elle est bien vivante. Et si ça sonne, c'est qu'elle est vivante. Exactement. Donc là, ça continue de venir nourrir les deux hypothèses, c'est-à-dire à la fois la question du trouble obsessionnel compulsif, parce que dans le trouble obsessionnel compulsif, je vous ai dit, on a la question de l'agressivité, la question même de la haine chez l'obsessionnel et de la difficulté de la gestion des mouvements haineux, et donc souvent un dépôt à l'extérieur avec après de la culpabilité. Mais il y a aussi la question du trauma et la question être vivante, être morte. Et donc, ça amène, est-ce que toi, tu as pu, dans le déroulé, repérer des éléments traumatiques dans son histoire? Peut-être pas en nous détaillant tous les éléments si tu en as, Ouais. voilà, pour garder la confidentialité. Mais est-ce qu'il y a eu cette question de l'intrusion? Parce que c'est vrai qu'avec ces éléments vérifiés, on peut penser à l'intrusion, mais on pourrait penser surtout à de la catastrophe, des catastrophes avec l'eau, des catastrophes d'explosion, des catastrophes d'eau et des catastrophes de feu. Donc on a le feu, on a l'eau, on a l'explosion de la Terre. Donc, et tu dis aussi que les symptômes sont apparus au moment de la rupture dans ce couple, et c'est une rupture qui est brutale, qui est inexpliquée, l'autre s'en va comme ça. C'est Il ça. disparaît. Donc, on ne sait pas
Après, je ne sais pas si elle sait ce que cet homme est devenu, mais voilà, il disparaît donc il est peut-être mort, il est peut-être, pourquoi, hein, rien ne semblait expliquer son départ. C'était pas un couple conflictuel. Non, non, apparemment, pas dans ce qui m'a été raconté en tout cas. Et non, il y a eu séparation, mais pour elle, vraiment avec un vide sidéral derrière, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. Ok. Au Euh, niveau trauma, donc toi, tu as des éléments qui vont dans ce sens-là? et et c'est là donc la deuxième piste après les obsessions et le TOC, c'est au titre d'un entretien pour qu'elle me parle un peu des événements marquants de sa vie. Euh, Dans certains rendez-vous, on a abordé un peu ces sujets-là. Je voulais savoir si elle avait vécu, d'après elle, des situations difficiles et si elle pouvait m'en parler. Et oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Ok. Euh, il y en a beaucoup et par moments, dans certains qu'elle a vécu, je lui ai demandé d'essayer voilà, de les évoquer, de me dire ce que ça lui faisait, de se rappeler ça. Et là, j'ai eu des petits indices en me disant, mais que se passe-t-il? Parce que j'avais comme la sensation d'avoir dans la discussion des moments d'absence qui se présentaient. Elle me parle d'une situation, d'un événement, et là je la perds. Ça dure 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, je la perds, le regard devient plutôt vide, elle revient, pas d'affect, pas d'émotion par rapport à la liste des événements qu'elle a vécus. Une succession qui commence assez jeune, qui vont continuer jusqu'à l'âge de 18, 20 ans, peu importe. Certains qui sont assez marquants et avec lesquels on pourrait faire des liens, notamment au travers de certaines catastrophes naturelles. Ok, donc on a des éléments où dans sa vie, est-ce qu'on peut parler de trauma? Ben, pour parler de trauma, il faudrait dire qu'il y ait eu à ce moment-là, s'il y a eu des catastrophes naturelles, elle a été marquée par ça. Ça voudrait dire qu'il y a eu la rencontre du réel de la mort. Elle a vraiment senti qu'elle pouvait mourir lors de ces catastrophes naturelles. Et à ce moment-là, on comprendrait mieux les éléments câbles qu'il faut débrancher, les plaques de cuisson, donc le feu, l'eau qui coule et qui inonde, le gaz, les explosions. Et puis, tu nous donnes des éléments sur le trauma dans ton observation fine de la clinique, c'est les éléments qui sont du côté de la dissociation, parce que tu nous dis bien, à ce moment-là, je la perds, donc elle arrête le lien, elle vient rompre le lien avec toi, la suite du lien. Et pourtant, elle continue, elle est là présente en elle. Donc, c'est pas une rupture du cours de la pensée. C'est pas, on n'est pas avec des éléments de schizophrénie. La pensée, elle s'arrête brutalement et puis elle repart sur autre Bon, chose et tout ça. C'est que vraiment, il y a ce moment de sidération, il y a ce moment dissociatif. Tu la perds et elle revient à un moment. Donc, ça, c'est intéressant. Et, et là, il n'y a pas d'affect. Donc, il y a une coupure au niveau des sensations, mais aussi une coupure au niveau des émotions. Donc, on a bien le tableau sensation, émotion qui est dans notre index de computation. On voit bien qu'il manque des éléments ou que c'est ouais. coupé. C'est là que joue la stratégie de protection dans les sensations et les émotions. Et pour autant, c'est intéressant, tu nous dis que quand elle se présente, elle est coquette, c'est peut-être moi qui dis Ouais, joviale, elle est là, elle ouais, rit, très voilà. chouette, très très chouette. Donc, on n'a pas vraiment de pensée ou les pensées ne sont pas observables. On a des gestes qui sont très présents, des compulsions, des gestes à réaliser, et on a une coupure du côté des sensations et des émotions. Donc les éléments dissociatifs, ils sont bien là présents. Et Charles nous dit, euh, alors il proposait des idées séparation, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, et cette nécessité de vigilance pendant le sommeil, parce que quand on va s'endormir, tout peut se passer et on n'est pas éveillé. Donc on peut comprendre que ce soit assez dangereux d'aller s'endormir parce que au moment de l'endormissement, à ce moment-là, peuvent émerger des dangers et on s'en rendrait pas compte.
C'est ça. C'est le lâcher prise au moment de l'endormissement qui l'a contraint de laisser faire ce que la vie pourrait lui amener dans un contexte où elle vit dans un appartement qu'elle estime étant insécure parce qu'un peu vieux. Ok. Euh, Et qu'est-ce qui l'empêche de changer? euh, euh, j'ai pas la réponse. Vous pourriez déménager, j'ai pas de Ouais, réponse. ok. C'est figé, ça fait figer. Et il y a eu un événement qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vérification gaz, électricité, eau, et puis il se trouve qu'une fois, on est venu frapper à sa porte en disant il y a une fuite de gaz, il faut sortir. Ok, donc c'est Et, venu comme valider qu'il pouvait y avoir du danger dans cet appartement-là, hein. et pour autant, son attitude, c'était ah d'accord, je sors. Elle sort, mais un robot avec un sac. Et bon, vous pouvez réintégrer les lieux après, c'était pas une fuite de gaz. Complètement neutre, pas d'affect, pas de dérégulation, ça n'a pas fait effraction du tout. Alors que elle passe son temps notamment à vérifier ça aussi. Ok, donc ça, c'est venu faire comme confirmation de des croyances dysfonctionnelles, hein, qui sont chez elle. Elle a la croyance qu'il y a un danger, c'est pour ça qu'elle doit vérifier, même si on n'a pas le, le, le déroulé de la pensée. Mais là, c'est venu valider et on voit bien qu'elle n'est pas dans un profil de personnalité typique du trouble anxieux généralisé, d'une structure névrotique, névrose d'angoisse ou trouble anxieux généralisé. On voit bien qu'on n'est pas là-dedans parce que elle est tout le temps dans le contrôle, elle est tout le temps dans la mesure. Il y a ce contact qui n'est pas rompu avec l'autre, mais peut-être un contrôle sur l'autre, peut-être que ces retards sont des moyens de contrôler le praticien, mais peut-être qu'on peut penser aussi que les retards sont l'inquiétude que tu, que tu mobilises chez elle au travers du travail de ces séances. Et c'est Parce que ça. peut-être que toi aussi, tu es un, une catastrophe naturelle potentielle, mais une catastrophe Oui, naturelle, hein. C'est pas une catastrophe oui. Non, euh, préparée ou tout ça, hein. non, C'est quelque chose qui peut arriver. une vraie catastrophe bio, c'est-à-dire une catastrophe vivante, c'est-à-dire un homme de relation. Et il y a peut-être le trouble aussi qui naît là parce que depuis tout à l'heure, quand tu racontes, moi j'ai l'impression qu'on a une conjonction de plusieurs éléments. Peut-être des éléments obsessionnels qui sont là, un mode de fonctionnement obsessionnel sans qu'on puisse parler peut-être ou de façon nécessaire d'un trouble obsessionnel compulsif et puis ça aurait aucun intérêt de l'arrêter là-dedans parce qu'il y a une bonne harmonie, parce qu'elle est coquette, parce qu'elle sourit, parce que ça fonctionne, qu'au niveau professionnel, tu dis que c'est fonctionnel. Mais il y a un moment de souffrance. Donc, quand bien même il y aurait ce mode de fonctionnement obsessionnel, il y a aussi les éléments traumatiques qui sont là et qui vont majorer ces comportements répétitifs, qui sont en train un peu de scléroser le système. Et elle est en train de le rejouer dans la séance avec toi. Et là où c'est très intéressant ce que tu nous as amené au début, c'est que toi, dans ta question, bah, tu te poses l'hypothèse de diagnostic, psychopatho, donc sûrement est-ce que trouble obsessionnel compulsif, trauma, mais l'un et l'autre peuvent aller de concert. Et, et là où c'est intéressant, c'est que le trauma, il peut renforcer le mode de fonctionnement ou scléroser le mode de fonctionnement obsessionnel. Et le fait, on pourrait dire dans l'autre sens, qu'il y a un mode de fonctionnement obsessionnel, il vient contenir ou tenir très ferme le fait qu'il n'y a pas une explosion émotionnelle comme on pourrait le retrouver chez d'autres personnes dans le trauma. C'est comme si au fur et à mesure, elle resserrait sa cage, elle resserrait sa prison d'elle-même et en même temps, elle veut que ça change. Et on voit qu'elle elle resserre parce qu'elle est épuisée, elle s'épuise. Mais Mm. elle arrive à faire quelque chose, moi je trouve, de fascinant et qui est notre peut-être notre voie de dégagement,
c'est qu'elle arrive à bloquer notre praticien. Et pour autant, assez vif aussi de la tête. Comme sa cliente. On a deux vifs de la tête et on a une qui est épuisée et l'autre qui se sent bloquée. Et ça, c'est intéressant de réussir à figer ou à paralyser la pensée du clinicien, d'autant plus quand on a un praticien comme toi qui va dans tous les sens, qui réfléchit, qui analyse, qui se fait pas arrêter par des pensées ou par des hypothèses d'habitude. Voilà, ça fonctionne. Et là, pour autant, on peut parler d'identification projective. Elle vient déposer chez toi l'immobilisation. Et ça, c'est intéressant. Il y a des auteurs qui parlent de ça, hein, et d'identification projective et le fait de paralyser le praticien, d'autant plus lorsque le praticien est dangereux. C'est-à-dire qu'il pourrait trop questionner, qu'il pourrait aller trop vite, qu'il pourrait lui aussi créer du trauma, un trauma psychique parce qu'à travers ces questions, il pourrait amener la révélation, c'est le fantasme qu'elle a, il pourrait venir toucher au juste endroit, il pourrait amener très vite des expériences qu'elle n'arriverait pas à contenir. Et donc, le client percevrait que son thérapeute fonctionne vite, fait des liens, analyse, est fluide, et là, il y a danger. Alors, quand il y a danger, il faut utiliser la technique sorcière de glace et il faut glacer, la tête de son praticien, voilà, pour qu'il avance moins ou peu. Et ça, c'est vraiment important dans le compte transfert que toi, tu aies déjà perçu ce sentiment d'être bloqué dans la situation, de reconnaître ça, parce que de reconnaître ça, ça t'invite à modération, à prudence, à lenteur, là où avec un autre patient, on pourrait aller vite. Là, au contraire, c'est n'allons pas trop vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous validez? Donnez-moi votre avis. C'est-à-dire lui donner souvent la main pour que ce soit elle qui tienne les rênes et d'arriver à, à toi-même supporter que ça n'avance pas vite ou qu'il y ait même peut-être à un moment un sentiment d'ennui, mais c'est le gage de respecter sa barrière de protection. Sinon, elle pourrait déréguler et c'est ce qu'elle veut pas. Elle connaît le dorsal, elle connaît quand ça baisse, mais elle veut pas l'orthosympathique, elle veut pas que ça s'emballe parce que c'est ça le égal catastrophe naturelle. Et en même temps, elle est très demandeuse à la thérapie. Elle me dit, ah, mais j'avais des problèmes d'agenda, enfin, c'était chargé. Elle me dit, ah, mais on va pas pouvoir se voir la semaine prochaine. Il faut qu'on fixe plusieurs dates. Enfin voilà. Et moi, je me rends dispo, bien sûr, et on le fait. Euh, et à un moment donné, oui, quand je me suis dit, bon, je fais quoi de ça? Je fais quoi de ça? Parce que on voyait que même des fois, on a fait des tests de protocole, mosaïque, trouble anxieux, parce qu'elle voulait travailler sur son anglais. Donc, j'ai tiré parti de ce qu'elle manifestait sur sa fluidité dans la langue, à l'idée d'être, comment dire, en séance. Donc, j'ai fait protocole tag avec les mécanismes de dissociation sur la réunion en anglais pour générer quelque chose qui pour elle sera plus fort. Elle m'a dit, ah, c'était bien, j'ai ressenti de la confiance. Mais on a dû le faire 3 fois en 3 séances parce que les sensations, c'est à chaque fois, c'est vide, c'est rien, c'est. Voilà. Je trouve que ces éléments-là, vraiment, ils vont dans le sens que sûrement il y a eu des éléments traumatiques importants, nombreux dans cette histoire. Peut-être ce qu'on pourrait appeler des petits T, c'est-à-dire des événements, alors minimes, c'est toujours difficile de dire minimes, mais des événements minimes, pas quelque chose d'une fois brutal, une agression dans la rue, une agression sexuelle dans la rue, un accident de voiture majeur,
mais peut-être des événements, des décès, des ruptures, des moments de visionnage, d'images qui dépassent ses capacités à, à réguler. Euh, ce moment aussi, cette disparition sans explication de son compagnon, et tous ces petits T amènent un vécu d'insécurité, surtout si c'est depuis l'enfance, parce que ça va affecter l'attachement. Et donc, on aurait comme un, un, une expérience, de nombreuses expériences traumatiques qui installent un terrain d'insécurité. Et, et quand cela est présent, donc plus trauma complexe, ça ferait penser à trauma complexe, euh, mais quelque chose qui serait léger parce que ça l'amène pas à un dysfonctionnement majeur. Et là où ça fonctionne bien, c'est peut-être parce qu'il y a il y a les éléments de fonctionnement obsessionnel qui sont là, obsessionnels compulsifs. Parce que ces comportements qu'elle met en œuvre viennent stabiliser, sécuriser l'édifice. L'inconvénient, c'est qu'ils l'appauvrissent, ils le restreignent, mais ils amènent cette sécurité. Après, ce qui est troublant, c'est le fait, et Eric, je vais le réinviter parce qu'il a disparu. Donc c'est peut-être comme ça que ça se passe, c'est qu'alors qu'on est dans le lien, à un moment, son patient s'en va lui aussi, sans donner. Voilà, j'étais en train d'expliquer. Te revoilà, Eric? Oui, je suis là, Euh, je suis là. Tu avais disparu sans Oui, il y a prévenir. un petit souci informatique, je suis là. Oui, mais sans prévenir, tu disparais comme ça. Là, j'étais en train de parler du lien et de la nécessité d'avoir un autre qui sécurise et puis paf, tu t'en vas comme ça tout d'un coup. Mais voyez, c'est là, dans ce déroulé-là, on pourrait penser ça. C'est une multitude de petites expériences traumatiques qui se présentent là sur une structure névrotique obsessionnelle, mais non décompensée, pas un trouble obsessionnel compulsif majeur avec des obsessions, des compulsions, mais plus un fonctionnement obsessionnel. Parce que quand la personne, elle, euh, elle réalise les compulsions, est-ce qu'il y a un apaisement ou pas? Non. En fait, si on séquence les vérifications qu'elle peut faire, il y a pas du tout cet élément-là qui vient de c'est bon, je l'ai fait, ça va, je peux, c'est ok. Non, non, c'est pas du tout ça. Eh bien, C'est ça nous renvoie bien, ça vient bien ramener des éléments supplémentaires du côté de la piste d'un trauma, peut-être un trauma complexe, mais même quand on est dans le trauma complexe, il y a, en fonction de l'organisation de la personnalité, du fonctionnement de la personne, ben même quand il y a des niveaux de trauma complexe différents. ouais. Et là, on pourrait penser qu'on a ce tableau-là qui fonctionne bien, qui est un tableau névrotique, qui est un modèle, un tableau normal, mais il y a des risques. L'épuisement physique, il pourrait y avoir de l'isolement. Tu as dit qu'il n'y a pas chez elle une tendance à Non. du relationnel très riche, même s'il y a du relationnel, donc il n'y a pas un trouble émotionnel ou relationnel majeur, mais il pourrait y avoir de l'isolement, il pourrait y avoir la prise de substances. Si l'angoisse est là et qu'elle est un peu informe, elle pourrait prendre de l'alcool, par exemple, pour réguler. Et puis, il y a rien ne laisse penser le passage à l'acte, mais plus l'épuisement professionnel, l'épuisement physique et à un moment un effondrement. Donc, il y a une vraie nécessité de cadrer, de sécuriser, qu'elle puisse s'apaiser rapidement. Et, et pour autant, ça doit passer dans la relation avec toi. Ça Mhm. doit passer dans la relation avec le praticien parce que c'est le gage de sécurité. Tu peux être ce phare, ce pilier pour elle qui fait que, avec cette grande lumière, tu éclaires
son paysage intérieur, tu éclaires son paysage social, tu éclaires son paysage émotionnel, et que ça l'aide à voguer, à naviguer avec sa barque. Elle est pas dans une houle catastrophique, des vagues de plusieurs mètres, mais ça tangue par moment. Et ça tangue que ça tangue quand la nuit arrive, alors elle a besoin de mettre en place tout un ensemble de gestes, toute une séquence qui est vérifiable et qui donne des points d'appui. Mhm. C'est vraiment comme un bornage, c'est l'image, je trouve, de la mer. Tu peux être ce phare, elle est sur la mer avec sa petite barque de pêcheur, il y a quand même de la turbulence en mer et il faut qu'elle pose des bouées pour pas risquer de se prendre le récif, les rochers, ou pour pas risquer de disparaître et de se perdre en mer. C'est une stratégie qu'elle utilise parfois lorsqu'elle se dissocie. Ouais. Toi, tu disais qu'elle utilisait, qu'elle avait, que tu lui avais proposé euh, des, des techniques comme mosaïque sur le trouble obsessionnel compulsif, le trouble anxieux, le trauma. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place déjà? Euh, on a pu attraper dans ce qu'elle a vécu dans ses petits thés. J'y suis allé tout doucement. Pour moi, c'était important de surtout pas ouvrir une boîte de Pandore, d'être vraiment très précautionneux dans l'approche. On a pris à un moment donné une sensation parce que au type des discussions, oui, le rapport à certains animaux lui posait une difficulté, notamment euh, la, 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 la possibilité que certains animaux rentrent chez elle. Et on a pris ça, et j'ai pris ça pour la boucle de reconnexion mosaïque dans cette sensation-là, pour l'apaiser déjà, et puis pour moi aussi avoir un peu d'éléments pour voir comment elle répondait au protocole, comment ça se passait pour elle. Est-ce que Euh, c'est de l'intrusion? Est-ce que les animaux, c'est plutôt l'intrusion ou ce serait la souillure? alors, il y a pas souillure, mais c'est assez singulier, c'est-à-dire que la possibilité qu'un certain type d'oiseau puisse rentrer chez elle, et ces oiseaux-là, c'est dégueulasse, premièrement. Et deuxièmement, certains animaux de compagnie, parce que quand on les touche, on sent les os, et bah, c'est bizarre à la sensation, ça fait plus Ok, maigre. donc c'est dans ce sens souillure, c'est-à-dire c'est dégueulasse, c'est sale, Ouais, et on entend bien qu'il y a les os. La question de la être sali et être dégradé et les os, la question de la mort, elle est là présente. Ça nous donne ça nous vient nous confirmer quand même les éléments de fonctionnement obsessionnel. Dans le mode de fonctionnement obsessionnel, on a ça, c'est un mode de fonctionnement sadicanal. Donc ouais, il y a quand même toute cette agressivité, ce débordement, et on peut penser que ça joue doublement, que dans la réalité, il y a eu ces catastrophes naturelles, il y a eu ces moments difficiles, ces éléments traumatiques, mais c'est aussi ce qui se passe en elle. À l'intérieur d'elle, il y a aussi ces catastrophes naturelles. Et ces catastrophes naturelles, c'est des questions fondamentales autour de l'agressivité, de peut-être de l'amour, de la haine. C'est ça aussi, tous ces éléments un peu tsunami, c'est tout ce qu'on vit dedans, nos émotions, peut-être même nos sensations, des sensations, même les sensations bonnes qui pourraient nous déborder. C'est toute cette vie pulsionnelle qui est là présente. Et ça peut mettre en danger. On a des deux côtés. L'extérieur est dangereux et l'intérieur ou l'extérieur est le miroir de notre intérieur qui aussi nous dit qu'il y a peut-être danger. C'est pour ça que c'est vraiment pertinent que tu sois allé doucement avec elle. Il y a, il y aurait des tâches à mettre en place. Est-ce que toi, tu as proposé des tâches particulières pour l'instant? alors, euh, dans le cadre du besoin de contrôle, on, on- en fait, je l'ai fait jouer à deux choses. Enfin, jouer, ça s'est passé sur certaines séances. Quelque chose qu'elle a beaucoup aimé,
et qu'elle a attrapé sous une forme d'apaisement, c'est des bulles de savon. Je l'ai incité à souffler sur des bulles du savon et d'observer comme la bulle peut se déplacer de manière très paisible. Certaines peuvent se poser sur le sol et rester, et puis d'autres vont soit éclater en l'air, soit en se posant, vont disparaître. Et j'avais demandé de faire ça à la suite d'un protocole. Elle a souhaité le garder parce que ça l'apaisait. Donc elle a pris un truc de bulle là, au cabinet que j'ai, et elle l'a gardé. Et elle fait des bulles. Ah, c'est intéressant parce que ça met vraiment en évidence, c'est une belle métaphore parce que ça met vraiment en évidence la vulnérabilité ou La vulnérabilité. l'impermanence, le vivant est fragile, ça Oui. métaphorise. Et Ce qui serait intéressant, c'est comment le vivant, on peut le prolonger. Et je te donne une idée de piste parce que si elle a aimé les bulles de savon, ce que tu pourrais continuer de faire, c'est maintenant lui demander de prendre maîtrise des bulles de savon. J'avais proposé à un patient, c'est-à-dire de lui dire, faites des bulles de savon, et ce qui serait intéressant, c'est que vous attrapiez les bulles sans qu'elles explosent. Et donc de l'inviter à chercher comment elle doit faire pour pouvoir arriver à attraper une bulle, la garder entre les deux doigts sans qu'elle explose. Ce qui rajouterait l'élément du contrôle, ce qui enlèverait pas le fragile du vivant, ouais. mais en même temps, elle verrait qu'elle peut contrôler et que c'est pas elle qui détruit, mais que ça nécessite d'être apaisée à l'intérieur pour pouvoir tenir la bulle. Et puis elle va chercher comment techniquement, parce que, et ce sera une belle suite de métaphores, et un des moyens techniques, c'est d'être soi-même savon. Ben, il faut être savant. Ça veut dire être flexible et être ajusté et pas être rigide. Et si elle-même devient savon, alors elle pourra être en contact avec ce fragile de la vie. Et à ce moment-là, eh ben, savoir que oui, parfois la bulle éclate, mais on peut jouer avec cette fragilité. La fragilité, ça ne veut pas dire la catastrophe. L'impermanence, ça ne veut pas dire c'est la mort et l'horreur. Mais oui, il peut y avoir une fin à un moment. C'est une belle idée. Je me disais aussi par rapport à ton cas, et puis après on se dira quelques mots parce que je sais que tu continues après tes séances et qu'il faut arrêter. Mais peut-être quelque chose autour de l'heure de réveil et du réveil, du retard, de ce qui se passe et de contrôler, parce que ça la met pas en sommeil assez apaisé. Et, et ce qui me vient là maintenant par rapport à l'idée de contrôle, ce serait peut-être de contrôler son réveil imprévu. C'est-à-dire de lui dire, on va jouer, on va faire un jeu ensemble, on va prédire, vous allez prédire votre heure de réveil dans la nuit. Si vous tombez juste, allez à 20 minutes près, vous gagnez, ou à 10 minutes près, vous gagnez. Si vous tombez faux par rapport à ce que vous avez prédit, alors vous perdez. Et toi, tu peux jouer aussi à cela, c'est-à-dire que tous les soirs, elle va devoir dire, dans la nuit, je vais me réveiller à, par exemple, 3h30. Et si on fait 20 minutes, à 3h10 ou à 3h50, c'est bon. Dans cette plage horaire-là, c'est bon. Et si elle se réveille avant 3h10 ou après 3h50, alors elle perd. Et toi aussi, tu joues à ce jeu de paris. Ouais, ok. Parce que ça va lui permettre de voir qu'il y a de l'imprévisible, mais qu'on peut peut-être essayer de se donner des hypothèses. C'est une première façon de prendre contrôle sur les choses. Et c'est ludique et elle perd rien au final parce que le soir, ça ouvre sur un jeu et que quand bien même elle se réveille, bah, c'est pas grave. Alors que
pour l'instant, quand elle se réveille, elle doit se dire, oh là là, mais je me réveille, je suis fatiguée, je me réveille, mais ça sert à rien parce que de toute façon, c'est pas encore l'heure du matin, etc. C'est pour modifier cet élément-là qui majore de l'anxiété pour rien et qui amène de la fatigue. Et puis pour introduire du jeu, mais avec un chiffrage, Avec du chiffre. Ouais. avec du chiffre. Après, tu peux parier des M&M's ou Autre des chose. dollars. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Ouais, dans la vision d'apaisement, elle s'endormait en fait dans son canapé qu'elle n'aimait pas et qui était inconfortable. Et en fait, on a réussi avec l'utilisation des protocoles à rendre la chambre sécure. Parce que pour elle, à un moment donné, la chambre était sécure. Et ce qui fait que maintenant, elle dort dans son lit. Et elle a gagné en confort de sommeil. Et elle s'est même surprise. Elle me dit, ah, mais j'ai pas dormi. J'ai dormi combien de temps là cette fois-ci? Ouais, j'ai dormi 6 heures. Alors qu'avant, c'était plutôt 2h30 ou 3 heures. Et on a eu des moments où elle a fait des nuits où elle avait réussi même à décaler ses vérifications. Finalement, à s'épuiser. S'épuiser et tomber de sommeil à 1 heure au lieu de 4 heures du matin et faire quasiment de 1 heure du matin à 6h30, 7 heures de sommeil. Ouais, c'est excellent. C'est important parce qu'elle voit qu'elle réussit. Et ton idée des bulles de savon, je la prolongerai à la fois, comme je te disais, mais Ok. peut-être lui proposer dans plein d'occasions de le faire et peut-être aussi sur le coup, au moment du coucher. Et tu vois, là, ça me vient comme ça. Ça veut dire que si vous faites le contrôle des plaques de cuisson, bah vous le faites parce que il faut contrôler. On ne sait pas, les plaques peuvent être chaudes, donc contrôlez. Mais par contre, si vous sentez cette nécessité de contrôler, alors avant de contrôler, 3 bulles de savon pour pour mêler. Tu vois, c'est un peu comme dans Mosaïque, on mêlerait l'élément anxiogène avec l'élément agréable, Agréable. Ouais. la sensation interne désirée, et ça introduirait du jeu et voilà. Mm. Ce que j'avais fait avec une prescription de tâches avec un ballon, parce qu'elle aime bien les ballons, et j'avais dit, bah, vous allez à Decathlon, prenez un petit ballon, et entre les vérifications, vous faites des jongles. Parce qu'elle aimait bien jouer au foot Ah, des fois. super. Mais elle a... Super, mais là, tu le relis avec ta tâche qui a produit du changement. Ce sera encore, tu vois, c'est la même chose que le ballon, mais avec la tâche en plus bulle que tu as amenée. Ok. Bon, merci, merci Eric pour ce moment-là de partage. Non, mais je te remercie infiniment. Merci beaucoup pour ce retour-là, pour ce... Ça ouvre des pistes. Des fois, ça nous dit quand même ça, hein, que quelques bulles de savon et tout peut être changé. Hein. Eh oui, ouais, la poésie de la bulle, Quelques bulles de savon et la magie se fait. la magie s'opère. La magie Exactement. Ouais, s'opère. non. Mais je poursuis. Je poursuis. Merci infiniment, en tout cas. Eh Merci ben, à tous. tiens-nous au courant de ça. Merci à vous tous. C'est notre dernière séance de supervision là parce qu'on arrive dans l'été. C'est la dernière. Et puis ensuite, on reprend en septembre avec toujours 2 fois par mois. Mais d'ici là, il y aura toujours des échanges, des réels qui sont diffusés sur Instagram et sur la chaîne YouTube. Il y a de nouvelles vidéos qu'on a tournées. Et puis, si à un moment, bah, l'idée se présente, pourquoi pas un live dans l'été autour des questions. Ok. Merci à vous tous pour votre présence et puis à bientôt et puis bon été à vous si on se revoit pas d'ici là. Merci tout le monde. Merci à toi, Guillaume. À très À vite. bientôt, Au Eric. revoir.